pas qui était. Salut Nicolas, Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous. comment vas-tu? Bah, très très bien, merci et toi-même. Bon, cool, super bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de votre présence. Donc, on n'est pas très 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 nombreux aujourd'hui. Pourtant, il y avait pas mal d'inscrits. On était environ 80. Donc, bon, j'espère que les retardataires vont arriver. Alors aujourd'hui, avant que je te laisse te présenter, Nicolas, hein, je vais juste introduire le contexte. Donc, on va s'intéresser à la prospection multicanal et je dirais aller en trois parties, une partie un peu macro. Donc, on va discuter de processus, pourquoi finalement ces processus sont excessivement importants à mettre en œuvre. Et là, donc, je poserai des questions et puis profiter également de sa présence hein, pour challenger Nicolas. Donc, on te posera des questions autour de ces processus, hein, finalement, à quoi ça ressemble, comment les mettre en œuvre et comment les optimiser dans le temps. Donc, ça, c'est le point de vue un peu macro. On va descendre ensuite sur un point de vue plus micro. Donc, ces processus-là, on va les retranscrire en séquences. Alors, ça peut être des séquences de nurturing, ça peut être des séquences, bien évidemment, de prospection multicanal. Donc, là aussi, hein, on va te challenger sur quand est-ce qu'il faut faire du multicanal, quand est-ce qu'il vaut mieux éviter d'en faire, quand on doit en faire, comment le faire. Et puis, dernier tiers, on plongera dans Magilide et puis tu nous montreras un peu dans la vraie vie à quoi ressemblent ces fameuses séquences multicanales et comment on va les opérer dans un outil tel que Magilide. Voilà, dans tous les cas, vous connaissez, enfin pour ceux qui ont déjà assisté à des amas, vous connaissez le principe. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet. Alors, privilégier l'onglet questions, hein, ça sera plus facile pour nous ensuite de pouvoir effectivement enfin surtout pour moi, hein, de pouvoir les répercuter, les prendre et les passer donc à Nicolas. Et puis profiter bien évidemment du chat hein, pour vous envoyer des petits hello et des petits coucous. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Allez, Nicolas, je te laisse 30 secondes pour te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que c'est que Magilide. Eh ben, avec plaisir, merci beaucoup Stéphane pour tous ces éléments, cette introduction. Bien sûr, donc bonjour à tous, merci à tous d'être ici. Donc moi, personnellement, je suis responsable opérationnel de Magileads. Donc je vais m'occuper en fait de toute la partie pilotage des campagnes sur la plateforme, puisque Magileads n'est ni plus ni moins en fait qu'une plateforme de marketing automation, à partir de laquelle on va pouvoir lancer des campagnes sur ce qu'on va appeler plusieurs canaux d'acquisition, donc plusieurs moyens de prendre contact auprès de nos différents prospects. Donc, on va pouvoir faire des campagnes email, des campagnes sur LinkedIn, des campagnes par le SMS, des campagnes de retargeting sur les réseaux sociaux, ce qu'on va appeler des campagnes de retargeting ads. Donc, on va avoir plusieurs possibilités à l'intérieur de la plateforme et on va aussi fournir les bases de données à nos clients. C'est aussi ce qui fait la particularité de la plateforme. Donc, en fait, on va offrir un outil clé en main à nos clients. Et du coup, moi, mon rôle, c'est d'aider nos clients à faire les meilleures campagnes possibles, s'adresser aux meilleures cibles possibles et tout simplement, en fait, rendre le plus efficient tout ce qu'on va faire sur cette partie marketing. Ok, bon, super. On plongera, comme je l'ai dit, dans ton outil tout à l'heure. Alors, première partie hein, que j'ai envie de développer avec toi, c'est la partie processus. Alors, très, très, très souvent, j'ai remarqué hein, auprès de mes clients qui sont très focalisés sur les objectifs, alors que ça soit d'un point de vue marketing, hein, par exemple, je générais 1000 leads par mois ou 100 leads qualifiés, enfin bon, peu importe les chiffres, mais dans tous les cas, c'est des objectifs. Et puis, pareil, d'un point de vue commercial, c'est finalement, faire 10 nouvelles ventes, 30 nouvelles ventes par commercial. Alors, c'est bien, l'objectif est bien évidemment important, puisque c'est une métrique qui nous permet de dire, tiens, on a réussi ou pas hein, à les atteindre ou à surperformer. Mais malgré tout, on peut très bien justement surperformer pendant 2 mois, 3 mois. Alors là, on va dire, voilà, vous voyez, je suis le meilleur marketeur ou c'est grâce à moi, je suis le meilleur commercial. Et puis, boum, le semestre d'après, c'est pouf, on n'atteint pas nos objectifs. Alors là, on va dire, c'est à cause du Covid, c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause de l'inflation, c'est à cause voilà, de plein de facteurs externes. Et donc, finalement, quand on est focalisé sur les objectifs, on n'apprend pas grand-chose de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et on laisse la porte ouverte
à des considérations complètement subjectives, et ça donne finalement aussi des directions qui ont du mal à bien piloter à la fois leurs équipes marketing et commerciales, parce que quelque part sont un peu obligés d'entendre ces aspects subjectifs. Alors, qu'est-ce que tu en penses, hein, et pour toi, c'est quoi un processus? Comment on va le mettre en place, et pourquoi justement c'est important de mettre ce type de processus en place? Alors, ouais, question très ouverte, Stéphane, et il y a beaucoup d'éléments et c'est ça qui est assez sympa. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, en fait, effectivement, comment dire, l'objectif final de nos campagnes marketing, ça va être de signer des clients. Très bien. Mais avant, il va y avoir tous les processus qu'on va mettre en place tout simplement et on va y réfléchir. C'est-à-dire, on va se dire, comme tu le disais très bien, il y a un mois où on peut très bien surperformer, mais l'objectif de tout ça, c'est d'avoir un socle pérenne et un socle très solide sur nos campagnes. Et en fait, c'est toujours la même façon de faire. Moi, je démarre toujours à partir du moment où j'ai des campagnes à lancer avec mes clients. Je ne connais pas forcément le sujet. Évidemment, ça peut être des sujets très techniques, ça peut être de l'IA, ça peut être de la food, ça peut être de l'immobilier, ça peut être tous les secteurs et tous les sujets qu'on veut. Je ne le connais pas forcément. Par contre, là, ma mission, ça va être de tester individuellement tous les petits process que je vais bâtir sur la plateforme, sur mes campagnes, etc., pour comprendre ce qui fonctionne moins, et derrière, en fait, avoir un processus périn dans le temps. Et c'est là, en fait, toute la difficulté de ce système-là, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des démarches de ce qu'on appelle de test and learn. On teste et on apprend sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ce n'est pas effectivement parce que j'ai fait une bonne campagne à un instant T que ma campagne va performer de la même façon toute l'année. C'est la raison pour laquelle, en fait, on est toujours dans un système de remise en question. Et à partir du moment où on teste une nouvelle cible, on teste un nouveau message, il faut toujours tout tester individuellement. C'est la chose la plus importante. On peut tester sur des petites quantités comme on peut tester sur des quantités un peu plus importantes. Ça, ce n'est pas tellement l'important. L'important, c'est de réussir à se dire, mon cycle de prospection marketing, c'est exactement comme un cycle commercial. Il est fait de plusieurs étapes, de ce que j'ai l'habitude de dire, de plusieurs barrières ou plusieurs barrages. Et en fait, il faut toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ce qui va me faire passer à l'étape d'après. Je vous prends un exemple assez simple. Si vous avez déjà fait une campagne d'emailing X ou Y sur n'importe quel sujet, vous allez suivre des indicateurs qui sont des indicateurs en termes de taux ou de performance. Donc, vous allez voir combien de personnes ont ouvert mon email, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes m'ont répondu, quelle est la qualité des réponses que j'ai reçues, etc., etc. Et en fait, il faut simplement avoir une discipline assez stricte au départ en se disant, est-ce que chaque indicateur, est-ce que chaque barrière, je l'ai passé de façon individuelle? Est-ce que j'ai un taux d'ouverture qui me semble être effectivement dans la moyenne de ce qu'on peut voir sur les campagnes marketing au niveau national? Est-ce que derrière, j'ai un taux de clic qui me convient? Est-ce que si je reçois des réponses, la qualité de mes réponses est bonne ou pas? Et en fait, chaque indicateur, chaque remise en question de chaque étape de notre processus va nous donner des indications sur ce qu'on fait bien ou ce qu'on ne fait pas bien. Encore une fois, j'illustre un petit peu. Ça m'arrive qu'on fasse des campagnes qui, tout de suite, en termes de nombre de réponses, donc de personnes qui vont répondre à notre campagne emailing, c'est assez bon en termes de nombre de réponses. Par contre, on va se rendre compte que le texte, le contenu des réponses qu'on nous envoie, ça va être non, effectivement, ça ne m'intéresse pas, je suis déjà équipé de tel et tel logiciel. Et là, en fait, tout de suite, ça fait tilt. Et on se dit, finalement, ma campagne est bien délivrée, j'atteins les bons prospects, mais par contre, le contenu de mon message ne doit pas être bon parce que ce n'est pas les réponses que j'attends. Et donc là, c'est juste une remise en question d'un des passages, d'un des barrières, d'un des barrages de notre processus. Et du coup, on va à chaque fois mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, la première chose pour moi, avant de se concentrer sur les objectifs, c'est de tester individuellement chaque approche, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à chaque étape, on va essayer de se remettre en question et de se dire, là, effectivement, ça marche. Là, effectivement, ça ne marche pas. Donc, je vais améliorer ce point-là pour ma campagne suivante. Et en fait, dans un système de test and learn comme ça, très vite, en 3 semaines, 2, 3 semaines, un mois, on va tout de suite pouvoir avoir des campagnes qualitatives qui fonctionnent bien. Mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'on va être dans une démarche de test and learn et peut-être que ma première campagne ne va pas être sur mes résultats escomptés. Par contre, ce n'est pas grave. On se sert de ce qu'on vient de voir, de là où on a sous-performé par rapport à ce qu'on attendait et on ajuste simplement en conséquence. Ok, bon, le petit exemple, à un moment donné, tu as dit, voilà, j'obtiens des réponses, malgré tout, ces réponses sont négatives, hein, parce que les gens disent, tiens, j'ai déjà la solution, ou je suis pas intéressé. Ça, c'est des petits détails qui ont vachement d'importance, parce qu'on voit que, bon, ok, je suis a priori sur la bonne cible, parce que j'obtiens des réponses. Par contre, ces réponses sont des objections. Comment je peux travailler ces objections
Et là, pourquoi pas aller collaborer avec le marketing justement pour tenter de trouver des solutions pour convaincre des cibles qui sont encore réticentes et du coup améliorer son processus grâce à des nouveaux contenus qu'on va pouvoir injecter dans son processus. C'est C'est exactement ça. exactement ça. Ouais, C'est exactement ça. Et je vous prends un exemple concret parce que je pense que c'est important d'illustrer toujours ce qu'on dit pour que ça soit le plus concret possible. Vous voyez, ça, je vois souvent sur la plateforme des campagnes passées pour des livres blancs. C'est des choses ouais, qu'on voit tous. On a tous été confrontés à cet élément-là. Très souvent, on reçoit des templates. Vous voyez, les templates, c'est comment dire, les grands emails, grand format avec des logos, avec du texte, avec un bouton qui va nous rediriger vers une page, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on lance une telle campagne sur la plateforme, mais en fait, c'est des indicateurs qui sont calculés au niveau national, c'est pas forcément que chez nous que ça se voit. Quand on lance une telle campagne, on va voir qu'on va avoir des gens qui cliquent, mais on va avoir peu de gens qui finalement vont remplir le formulaire in fine sur la page d'atterrissage sur le web, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de freins. De plus en plus, les gens peuvent être réticents à remplir un formulaire, à laisser un numéro de téléphone, à laisser un email, parce qu'en fait, on sait très bien que derrière, on va être appelé pour des démarches commerciales, et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et du coup, si on analyse notre campagne, on peut se dire, bah ouais, effectivement, j'ai lancé ma campagne, j'ai eu 100 cliqueurs, c'est très bien. Mais finalement, on se rend compte qu'à la fin, notre objectif final de téléchargement du livre blanc, il n'est pas atteint, alors même que notre campagne en termes d'indicateurs marketing est plutôt bonne. Et donc, c'est exactement ça qu'il faut réussir à remettre en question en se disant, bah, peut-être que finalement, tout est bon, mon livre blanc est bon, mon process commercial est bon, mais j'ai pas grand monde qui télécharge mon livre blanc. Et en fait, c'est tout simplement qu'il y a une barrière pour le prospect, une barrière qui fait qu'il ne va pas s'engager avec vous, alors même qu'en fait, c'est juste une stratégie et c'est juste une question de contenu. Si demain, on fait exactement la même campagne sur les mêmes cibles, mais on ne fait plus un bouton de redirection qui va amener vers un formulaire et on dit simplement à la personne, bonjour monsieur Martin, je me permets de vous écrire parce comment dire, on a créé un livre blanc sur tel et tel sujet, je serais ravi d'avoir votre retour, est-ce que je peux vous l'envoyer, je peux me permettre de vous l'envoyer par retour d'email. Tout de suite, on va multiplier par 5 ou 10 en fait le nombre de personnes qui vont rentrer en contact avec nous. Et en fait, c'est simplement dû au fait qu'à chaque fois, il faut réussir à se dire quel est le chemin le plus, comment dire, le plus simple, le plus fluide pour mon prospect, pour qu'il puisse venir à ma rencontre. Et en fait, à chaque fois, il faut essayer de gommer le plus possible les freins, laisser l'initiative au prospect. Il a juste à nous répondre par retour d'email. Oui, effectivement, vous pouvez m'envoyer mon livre blanc. Et là, en fait, tout de suite, on va avoir finalement des objectifs atteints et une campagne marketing qui va bien mieux performer, alors que la seule variable entre mes deux exemples, c'est uniquement une stratégie de contenu. Alors après, ça peut être autre chose, ça peut être la variable, ça peut être la cible, vous voyez, ça peut être autre chose. Là, je prenais cet exemple concret-là, mais simplement pour illustrer le fait que bah, si à un moment notre campagne ne fonctionne pas, c'est pas grave. non, On mais va dire c'est juste, ça, ouais, ça ne fonctionne c'est pas. exactement ça le point, c'est que le Après, processus nous permet de nous poser les bonnes questions pour exactement. identifier où sont les points de friction et les problèmes. Plus que se dire, bah tiens, finalement, ah bah, mon email, il a 3 images, il aurait fallu en mettre que 2 ou C'est je sais pas exactement quoi. ça. Enfin, des choses qui retombent un petit peu dans les aspects subjectifs. Ah, j'aime bien le vert, j'aime bien le rouge. C'est exactement Mon ça. boss qui passe, ah ben non, le rouge c'est dégueulasse, je veux du bleu, et puis voilà, puis chacun perd son temps. Ok, d'un point de vue très pratico-pratique, tu conseilles de commencer par quoi? On prend un crayon, un stylo, et puis on écrit les processus ou Alors, j'ai presque l'habitude de dire, et c'est assez drôle comme réflexion, mais souvent je dis, avant d'automatiser quoi que ce soit, testons-le manuellement. Alors, c'est un peu fort de café, mais c'est un petit peu évidemment piquant de ma part et c'est fait pour. Mais en fait, moi je considère, encore une fois, on revient au sujet de tout à l'heure, on prend effectivement un stylo, un crayon, on écrit notre texte, on écrit notre cible, on la teste ensuite. Donc, on la teste, on peut l'automatiser si effectivement on a 50 ou 100 contacts dans notre base de données. Ça peut être un petit peu fastidieux d'envoyer nos emails à la main, de calculer les retours. On n'a pas forcément, en plus depuis notre boîte mail Gmail ou Outlook, le taux d'ouverture qu'on va avoir, etc. Donc, ça peut être un petit peu fastidieux de faire ça. Mais du coup, on peut commencer directement par l'automatisation, mais sur des petites quantités. On prend un message très simple. Pour le moment, on n'essaye pas de créer des séquences avec, comme on peut très vite le voir sur le web, j'envoie un premier email et puis 7 jours plus tard, j'engage une relance, etc. Ça sera l'étape d'après. C'est hyper intéressant. On va en parler après, Stéphane, j'imagine, ensemble. C'est hyper intéressant, mais ça sera en étape numéro 2. La première chose à faire, on prend effectivement un stylo, un crayon, on écrit notre texte, on écrit notre cible, on essaye d'avoir une cible la plus précise possible, on essaye d'avoir un texte qui va en fait tout simplement avoir un écho auprès de notre cible, et puis on la teste sur une petite quantité. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on regarde nos indicateurs.
combien j'ai de personnes qui ont ouvert, est-ce que j'ai des gens qui m'ont répondu, si les gens m'ont répondu, qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans les réponses, est-ce que ça me semble qualitatif, est-ce que je les ai emmenés là où je voulais les emmener, etc., etc. Et après, si on a plusieurs sujets pour plusieurs campagnes, si on veut utiliser plusieurs canaux, c'est-à-dire si on veut faire une campagne email et en parallèle de ça, on veut faire une campagne LinkedIn, on suit toujours le même process. On fait quelque chose de court, de simple, de fluide, on le teste individuellement et à partir du moment où on a des certitudes sur tout simplement en fait la qualité de ce qu'on est en train de faire, derrière, on peut passer à une phase entre guillemets un peu plus industrialisée. Ok. Une question sur la prospection, là, notre discours porte sur du B2B ou du B2C? Alors, moi, La je suis question est beaucoup. plus précise, hein, elle porte sur Ouais, les produits food. ouais. Mais bon, j'imagine déjà, est-ce que c'est applicable en B2B et en B2C? Alors, c'est applicable pour les deux. Moi, je suis spécialiste du B2B, donc le B2C, c'est pas un terrain sur lequel je vais beaucoup. Voilà, je reste modeste là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est uniquement du B2B. Par contre, en fait, à chaque problématique B2C, il y a très souvent en fait un moyen de le dupliquer en B2B. Si je prends un exemple, effectivement, si on fait de la food et on fait de la livraison de repas le midi, par exemple, on ne va pas aller, nous, sur la plateforme, chercher individuellement chaque consommateur du repas parce que ça, c'est du B2C et nous, on ne le fait pas. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller chercher, entre guillemets, des prescripteurs et c'est des choses qu'on est très souvent amené à faire. On va aller chercher les office managers, on va aller chercher les responsables de services généraux, ces personnes-là, et on va essayer, en fait, d'aller chercher quelqu'un qui va représenter un panier moyen beaucoup plus important que si on allait chercher chaque utilisateur. Voilà. Et pour vous donner un exemple très concret, j'ai un client avec qui on travaille bien, qui est une marque de café pour les entreprises. Et là, on avait deux choix. Soit on va chercher individuellement chaque dirigeant d'entreprise en lui disant, voilà, voilà le café qu'on fait, je vous propose de vous envoyer un échantillon, vous puissiez le tester, etc. Ça, c'est une démarche qui est assez longue parce qu'en fait, on va aller chercher chaque utilisateur final, chaque consommateur final. Soit derrière, on se dit, on essaie de faire des campagnes entre guillemets un peu plus stratégiques. On va aller chercher des gens qui vont avoir, eux, la possibilité de recommander cette solution-là auprès d'un panel de consommateurs beaucoup plus important. Et du coup, là, on va aller chercher, par exemple, les directeurs de réseaux de franchise, les office managers des grandes entreprises, les gestionnaires de bureaux. Et derrière, on va se dire, effectivement, si j'ai un contact, un lead qui retombe, derrière, mon potentiel, c'est pas un dirigeant d'entreprise qui va me commander 3 boîtes de café, ça va être une personne qui va être capable de me recommander auprès de 400 consommateurs, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, cette frontière B2C, B2B, elle existe évidemment et dans tous les sujets, moi, je suis beaucoup plus spécialiste du B2B. Mais quand j'ai en face de moi une problématique comme ça, j'essaye toujours de la tourner, de la détourner en me disant, B2B, comment je peux derrière aller chercher des profils qui me correspondent. Bon, on en revient, hein, toujours pareil, hein, je pense que la bonne réponse aussi, elle se trouve dans le processus. C'est des processus qui vont être un petit peu différents. Par exemple, hein, en B2B, on va pouvoir faire du scrapping sur LinkedIn ou utiliser des bases tout en étant RGPD compliant. En B2C, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des emails personnels. Il faut absolument l'opt-in voilà, et là, il ne faut vraiment pas s'amuser à ne pas Ouais, avoir. ouais, donc là, après, on est complètement RGPD. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut arriver à processer. Et on se dit, tiens, finalement, je peux plus obtenir des emails qui sont privés entre guillemets, hein, qui sont pas des emails pro. Donc comment je vais faire? Pour le coup, on peut passer par d'autres canaux et utiliser d'autres moyens pour toucher ces cibles. Alors, tu as parlé de processus qui était quand même très séquence. Je vais juste quand même vous montrer, allez, je vais partager mon écran. Alors, bien évidemment, on peut utiliser simplement son papier et son crayon, mais on peut aussi utiliser des outils, un type. Alors, hop, je vais trouver le bon onglet. Voilà, c'est celui-là. On peut aussi utiliser des outils, bien évidemment, digitaux, hein, qui apportent là aussi beaucoup d'agilité. Et vous voyez que, par exemple, alors ça, c'est un processus un peu macro, hein, mais dans tous les cas, c'est comme ça aussi qu'il faut démarrer. Hein, c'est se dire, mon processus inbound, comment je vais pouvoir le dupliquer. Donc, vous voyez, là, par exemple, hein, ça va être la recherche autour d'un persona et ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir finalement rédiger comme contenu, créer comme contenu pour alimenter ce persona, comment je vais pouvoir profiter de ce contenu pour prendre des positions sur Google, sur les médias sociaux, etc. etc. Donc ensuite, une fois que j'ai des leads, hein, qu'est-ce que je veux en faire? Et bien évidemment, toutes ces cases-là
doivent être également finalement presque cliquables et détaillés à chaque niveau pour rentrer dans une finesse qui permettent ensuite de pouvoir véritablement actionner derrière des datas, se dire tiens voilà j'ai produit des facs, mais finalement j'ai des objections comme tu parlais tout à l'heure en disant ça y est je suis déjà outillé donc merci mais votre solution m'intéresse pas. Tiens, la fac ne traite pas cette objection, hop, je vais pouvoir rajouter cette objection-là et puis m'en servir également à la fois sur mon site web, mais pourquoi pas aussi en faire des articles de blog et puis et bien évidemment m'en servir aussi avec l'aide de mes commerciaux dans des séquences qui sont plus commerciales. Voilà, donc là on peut détailler l'inbound marketing, on peut détailler, je sais pas quoi, si on fait de l'ABM, des processus ABM, et puis ensuite, une fois qu'on a ce détail, je dirais un peu d'un point de vue, enfin cette vision un peu macro, on va rentrer dans des choses beaucoup plus micro et c'est là où, grâce à la data, on va pouvoir se dire, tiens, il y a des opérations qui fonctionnent bien. Pour le coup, et comme tu l'as dit, ça peut être des OP qu'on peut presque tester à la main. Finalement, elles marchent bien. Voilà comment on va pouvoir ensuite réfléchir à de l'automatisation pour amplifier tout ça. Donc ça c'est vraiment important d'écrire finalement. Et c'est quelque chose qui est long et fastidieux, mais c'est important d'avoir cette belle vision parce que c'est aussi comme ça qu'on va partager nos processus avec des commerciaux ou des marketeurs et puis même finalement des dirigeants qui vont se dire oui, ok, je vais pouvoir mettre du budget pour de la création de contenu parce que je comprends mieux finalement à quoi ça sert. Et puis ensuite, donc comme je disais, escalader sur des choses beaucoup plus micro et pouvoir donc actionner les choses. Alors deuxième sujet aussi que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet de l'automatisation. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de marketeurs aujourd'hui, notamment B2B, mais bon, c'est vrai également B2C, qui sont passés au marketing automation, donc qui aujourd'hui savent utiliser l'automatisation. C'est pas encore véritablement le cas des commerciaux. Enfin, dans tous les cas, moi, ce que j'ai observé auprès de mes commerciaux, c'est qu'ils sont encore très dépendants finalement des emails, de LinkedIn, mais ils sont pas rentrés dans ces logiques un peu d'automatisation qui permet aussi finalement d'accélérer là où ça fonctionne et puis surtout d'obtenir aussi les bonnes datas pour s'assurer que ce qu'ils font fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'il faut aujourd'hui que les commerciaux aillent sur ces logiques d'automatisation? Alors, c'est une très très bonne question et c'est une très bonne question d'autant plus que c'est pas forcément la même réponse selon les entreprises et selon la culture de l'entreprise. Mais j'ai quand même deux convictions sur ce sujet-là. La première, c'est que je pense, et c'est un sujet qui est un peu galvaudé parce qu'en fait, on entend souvent parler, mais on ne met pas forcément d'éléments factuels derrière. On se dit souvent le marketing et le commerce ne sont pas forcément alignés. Et je pense que c'est vrai dans la plupart des entreprises, mais ce n'est pas facile à illustrer. Et je pense que factuellement, il faut se dire, les campagnes dont on parle tout à l'heure, les campagnes d'automation, je pense que c'est quelque chose qui doit rester dans les mains des marketeurs. Parce que c'est de l'outil, c'est de la technique, c'est de la réflexion, etc. Et en fait, tout simplement, les commerciaux, ce n'est pas tellement ce qu'on leur demande et en règle générale, ils ont moins de temps à y octroyer. Et moi, je pense fort au concept qui dit le marketeur, en fait, il se met au service du commercial et son job, c'est tout simplement en fait de faire tomber tous les jours des réponses dans la boîte mail du commercial et sur son compte LinkedIn. Et le commercial, derrière, son engagement, lui, c'est qu'à partir du moment où une réponse arrive, elle est traitée à 100% et elle est traitée dans un délai qui est extrêmement court parce qu'on sait très bien que si on laisse passer 24-48 heures, évidemment, on va réduire les chances d'avoir un contact commercial derrière. Donc moi, je crois fort et j'illustre ça aussi par mon expérience sur la plateforme où en fait, à chaque fois qu'on a des commerciaux qui viennent sur la plateforme, on voit qu'ils ont des réflexes, mais des réflexes très commerciaux, ce qui est complètement légitime, mais qui finalement, en fait, sont pas forcément alignés avec les réflexes qu'on va avoir dans une campagne marketing. Je prends un exemple simple. C'est si vous vous dites demain, ma cible, je prends un exemple lambda, ma cible, c'est des directeurs logistiques des entreprises du CAC 40. Voilà, c'est celle-ci, ma cible. Le commercial, lui, va avoir comme réflexe de se dire le fichier qui va venir alimenter ma campagne doit être un fichier qui est 100% clean et 100% qui correspond à 100% avec ma cible. Or, moi, je pense que ça, c'est une petite erreur et il faut mieux élargir
un tout petit peu notre cible, à aller chercher éventuellement l'assistant logistique, à aller chercher le supply chain manager, vous voyez, des fonctions un petit peu connexes, parce que derrière, dans toutes les entreprises, il y a des systèmes où on le voit tous les jours, il y a des emails qui sont retransmis, qui sont retransférés à la bonne personne, et ça va faire beaucoup de ce que j'appelle des leads indirects. Et en fait, je le vois tous les jours sur les campagnes. Et du coup, j'ai toujours le réflexe de dire, OK, on a une cible assez précise, mais ne nous enfermons pas non plus dans ce profil ultra strict et allons chercher des fonctions qui sont un petit peu connexes. Et vous allez voir, on va tourner un petit peu notre texte de façon à ce que si la personne n'est pas intéressée directement, bah, elle sache quoi faire avec notre email. Mais quoi qu'il arrive, ne restons pas sur une cible qui est trop stricte, parce qu'en plus de ça, très souvent, en fait, on a des bonnes surprises à élargir un petit peu, à aller chercher des fonctions dont on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que le commerce doit être impacté sur les résultats des campagnes, mais pas tellement sur la partie opérationnelle. Voilà, c'est pas tellement ce qu'on leur demande et c'est pas non plus forcément leur compétence, mais enfin, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est comme un marketeur, on va pas forcément lui demander de clôturer le cycle de vente, c'est pas forcément quelque chose. Non, mais normal. Ouais. Exactement. Mais sur l'automatisation, il faut y aller, il faut pas y aller. Parce que finalement, tu parles, ne serait-ce que d'aller élargir la cible. Hein, là aussi, on est dans le test and learn. On se dit, bah, tiens, pourquoi pas finalement m'adresser à un acheteur qui peut être aussi très fortement impliqué dans un processus de vente. Tout ça demande de l'agilité, l'automatisation on apporte ou on peut encore gérer ça avec du fichier Excel. Non, je pense que l'automatisation fait gagner énormément de temps. Je pense que là, là, j'ai un avis aussi assez, entre guillemets, assez tranché sur cette question-là. Ne serait-ce que le fait aujourd'hui d'automatiser les résultats d'une campagne marketing dans un CRM, ça fait gagner, en fait, ça fait gagner un temps fou. Et effectivement, au quotidien, on va pas forcément s'en rendre compte, mais quand on calcule un petit peu le temps qu'on va passer à créer des fiches dans Salesforce, dans HubSpot ou dans n'importe quel CRM, si ce process-là est automatisé à partir du moment où quelqu'un répond, la fiche est automatiquement créée dans le CRM cible. Ouais. En fait, si à chaque fois on met 5 ou 10 minutes à créer une fiche, comment dire, à la donner au bon référent dans Salesforce, etc. En fait, c'est plein de petits gains de temps cumulés qui, à la fin, en fait, sont hyper représentatifs et sont tout simplement, en fait, générateurs de valeur. Ok. Et à quoi ça ressemble une séquence? Alors, on voit bien les séquences aujourd'hui marketing de nurturing où on va suite, par exemple, un téléchargement de livre blanc qui est positionné plutôt très très haut dans le funnel de décision. Bon, on va chercher à nurturer justement à faire mûrir le lead dans sa prise de décision dans le funnel. Et puis une fois qu'il est suffisamment qualifié, on le passe aux commerciaux. Et là, donc, les commerciaux ont tout intérêt donc à utiliser de l'automatisation et puis également à séquencer leur approche. Ça ressemble à quoi une séquence commerciale? Ça, je vais vous montrer. Allez, bon, on y va. Je vais vous montrer. Juste avant de vous partager mon écran, je voulais rebondir sur la deuxième conviction, tu sais, Stéphane, sur la partie commerce marketing. Bien sûr, ouais. Et en fait, ça fait complètement écho à ce que tu viens de dire. La deuxième conviction que j'ai, c'est si le commerce n'est pas forcément comment dire, impliqué opérationnellement sur la gestion des campagnes, par contre, je pense qu'il faut vraiment les impliquer stratégiquement pour, par exemple, la simple et bonne raison. Je vous donne encore une fois un exemple très concret. Aujourd'hui, le commercial est capable de dire dans mon CRM ou si je gère ça dans mon fichier Excel, là où j'ai ma base de clients ou de prospects, je sais très bien qu'il y en a peut-être 50% qui sont entre guillemets des prospects dormants ou des clients dormants, des gens avec qui j'ai pas forcément de relation contractuelle, j'en ai peut-être plus, j'en ai jamais eu, mais quoi qu'il arrive, moi en tant que commercial, ces gens-là me connaissent. Et en fait, ça déjà, ça vaut de l'or. Et on s'en rend compte tous les jours. Quand je parle d'automatisation, je dis toujours, il y a une partie acquisition qui va consister à aller prendre contact auprès de personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas du tout notre entreprise, notre service, etc. Et puis, il y a une grosse partie qui est nurturing, c'était illustré dans ton schéma, nurturing / fidélisation. En français, on peut l'appeler fidélisation. Là, en fait, c'est simplement le fait de dire, j'ai une base de personnes qui me connaissent et eux, je vais leur délivrer de l'information. En tout cas, je vais leur faire un petit coucou parce que comme ça, je vais me rappeler à leurs bons souvenirs. Et le jour où ils vont avoir un besoin, ils penseront à moi. Et en fait, cette partie-là, trop souvent, on l'oublie. Et en fait, c'est la partie qui est, entre guillemets, la plus simple à faire. Aujourd'hui, un petit conseil assez pratico-pratique, si vous avez dans votre CRM une base de personnes qui ne sont plus en relation contractuelle avec vous et ça fait un moment que vous n'avez pas été en contact avec eux, simplement, vous faites une petite campagne d'automatisation où vous branchez et vous le faites depuis votre email à vous. C'est important parce que sur cette partie-là, l'élément personnalisation doit être extrêmement poussé et c'est le plus important.
vous branchez votre propre email à vous, vous faites cette petite séquence. Alors, si ça représente 50 personnes, ça représente 50 personnes, 100 ou 150, peu importe. Et vous faites un petit message. Bonjour, bonjour Monsieur Martin ou bonjour Martin, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter parce que je suis votre nouveau référent chez donc là, le nouveau entreprise, etc. Est-ce qu'on pourrait simplement discuter? Je sais que vous avez déjà eu des échanges précédemment avec mon prédécesseur. Est-ce que simplement on peut rééchanger ensemble? Et en fait, ça, c'est les campagnes les plus simples à gérer et c'est celles qui ramènent comment dire, les contacts qualifiés le plus rapidement possible. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et ça, forcément, ça doit être fait avec l'accord du commerce parce que c'est eux qui ont la relation avec ces personnes-là dans le CRM. Donc, le texte doit être validé de leur part. Les contacts doivent être amenés de leur part. Et c'est là où je pense que c'est extrêmement important de les impliquer. Au-delà du côté opérationnel, ça, c'est le marketing qui s'en occupe. Mais vraiment, les commerciaux, ils peuvent avoir vraiment une valeur ajoutée aussi sur ce sujet-là, qui pour moi est extrêmement important. Voilà. Ça, c'était un petit retour d'expérience que je vous faisais parce que je le vois passer. Ouais, et puis, J'ai ce réflexe-là de dire à mes clients, en fait, est-ce que simplement vous avez une base de personnes que vous n'avez pas recontactées? On va faire de l'acquisition, évidemment. Mais si on a une base pour faire du nurturing, de la fidélisation, engageons-la tout de suite parce que vous allez voir, c'est ce qui va apporter des résultats plus rapides. ouais, et puis pour ajouter encore, enfin pour enfoncer le clou sur cette collaboration, on a cité un exemple tout à l'heure finalement d'objections auxquelles les commerciaux peuvent être confrontés. Finalement, ces objections-là, ce sont des super insights pour aller créer des contenus qui vont avoir un vrai impact sur les audiences, sur les cibles, d'un point de vue marketing et commercial. Donc, si les marketeurs connaissent pas ces objections, forcément, ils pourront pas créer les contenus. Et c'est dommage parce que finalement, les deux équipes sont perdantes. Hein, des marketeurs qui vont peut-être produire des contenus un petit peu plus au doigt mouillé. Donc, on se dit, bon, tiens, allez, là, peut-être que mes cibles ont besoin de ces contenus-là, mais bon, la probabilité de se tromper est quand même un peu plus importante. Et puis, des commerciaux qui manquent d'assets pour aller accélérer leur démarche. Donc là aussi, hein, super important de bien comprendre finalement quel est le parcours et qu'est-ce qui va faire en sorte que on va déjà attirer, ensuite convertir du lead, motiver ce lead finalement à avancer dans sa prise de décision et puis bien évidemment regarder quels sont tous les freins possibles dans ce parcours-là pour pouvoir là aussi alimenter et rassurer des leads potentiels. Allez, alors on va plonger dans une séquence pour le coup. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, n'hésitez pas à questionner Nicolas encore une fois dans l'onglet chat. Hein, ça sera plus simple pour moi. Je vois qu'il y a des petits dialogues là sur l'onglet questions. Pardon, je crois que j'ai dit l'onglet chat. Je vois qu'il y a des petits échanges sur l'onglet chat, ce qui est très sympa. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, donc, l'onglet questions. Stéphane, on voit mon écran? Ouais, c'est bon. Super. Alors, je vais vous montrer Alors, effectivement, comme le disait Stéphane, n'hésitez pas à rebondir parce que n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite sur certains aspects, pas assez vite sur d'autres. Je vais essayer d'avoir un discours intelligible pour tout le monde, mais n'hésitez pas si je suis un peu trop technique, vraiment, petit warning et je reprendrai. Ce que je vais vous montrer, en fait, simplement pour revenir un petit peu sur, comment dire, sur la base de notre discussion avec Stéphane, au tout début, on se disait, effectivement, on peut automatiser la prospection, donc la prise de contact auprès de certains de nos prospects, voire auprès d'une base de clients normands, très bien. Mais en fait, il va falloir savoir quel canal on va utiliser. Est-ce qu'on va leur envoyer des emails? Est-ce qu'on va leur envoyer quelque chose sur LinkedIn? Est-ce qu'on va leur envoyer des SMS? Et vous voyez, en fait, aujourd'hui, sur le marché, on a toujours tous à disposition aujourd'hui avec toutes les plateformes qui existent, on a plusieurs possibilités pour prendre contact auprès d'une personne. Donc là, en fait, l'idée, ça va être de réussir à sélectionner le bon canal en fonction du profil de la cible, en fonction du message que je veux délivrer et tout simplement en fonction de la nature de ma campagne. Alors, je vais vous montrer en fait des campagnes directement sur la plateforme. Alors, ce sont des campagnes en production, c'est des campagnes véridiques. J'ai l'accord des clients pour vous montrer ces différents contenus-là. Et je vais vous montrer en fait des séquences. Je vais d'abord faire le choix de vous montrer 3 séquences. Une séquence sur de l'emailing très ciblé, donc sur des petites quantités d'envoi. Une séquence sur de l'email un peu plus massif. Donc là, on va avoir dans nos boucles d'emailing un nombre de contacts beaucoup plus élevé. Vous allez voir, la stratégie n'est pas la même. Je vais vous montrer une séquence qui passe 100% par LinkedIn. Donc, en fait, c'est uniquement de la prise de contact par LinkedIn. Là, vous allez voir, il y a aussi des aspects qui vont être un petit peu différenciants. Et je vais terminer par vous montrer une séquence dans laquelle, en fait, on va jumeler tous ces différents canaux-là. Et on va se dire, je fais une séquence à l'intérieur de laquelle je vais réussir à prendre contact auprès de mon prospect d'abord par email
Et puis, en fonction de sa réaction, je vais pouvoir lui renvoyer un message dans LinkedIn et ainsi de suite, qui va permettre de maximiser en fait tout simplement l'efficience de ma campagne. Et là, on parle vraiment de séquences multicanales. Voilà. Et donc, effectivement, Ouais. cette dernière, ça sera complètement une séquence multicanale. Ouais. Et vous voyez, en fait, j'ai choisi ce cheminement pour vous le montrer tout simplement parce que ça fait écho à tout ce qu'on vient de se dire. D'abord, on teste individuellement chaque séquence. Ma séquence 100% LinkedIn, ma séquence 100% par email. Une fois que j'ai des certitudes en fait sur chaque chaîne de valeur, enfin chaque chaînon de la chaîne, à ce moment-là, derrière, je vais pouvoir les architecturer, les imbriquer les unes par rapport aux autres. Voilà. Et une question, est-ce que tu as remarqué des résultats meilleurs quand c'est multicanal par rapport à du monocanal? Oui, en règle générale, oui. Ce n'est pas forcément vrai à 100%. Ça dépend encore une fois beaucoup de notre secteur d'activité, de ce qu'on va aller chercher. Mais sur des campagnes très ciblées, sur lesquelles on veut avoir un principe de personnalisation poussé, oui, Ouais. clairement. Et quand on parle de multicanal, on parle de quoi? On parle bien évidemment d'email, de téléphone, de LinkedIn en B2B. Ouais, c'est les 3 canaux principaux qu'on On utilise. peut mélanger aussi du retargeting en ads. Ouais, ça arrive. Aujourd'hui, en fait, encore une fois, il faut distinguer un petit peu l'acquisition versus la fidélisation nurturing. Si on veut faire de l'acquisition, ce qu'on va utiliser, c'est l'email, LinkedIn, le téléphone, comme tu le disais très bien, Ouais. Stéphane. À partir du moment où on va rentrer plus dans une phase de nurturing, donc ça veut dire que j'ai des gens qui ont porté un intérêt à ce que je leur propose. Ils ont peut-être cliqué un moment sur mon site web, ils ont visité, ils sont allés voir une ressource de ma part, un article de blog, etc. Mais il n'y a pas eu un engagement commercial de leur part, c'est-à-dire que c'est pas assez chaud pour que je puisse donner ce contact-là à un de commerciaux chez nous. C'est pas Ouais. assez qualifié, donc c'est pas assez engagé. À ce moment-là, on va rentrer ces personnes-là dans des boucles de fidélisation de nurturing. Et à ce moment-là, on va avoir des canaux qui vont être effectivement des canaux de retargeting ads. Donc ça marche très bien. À partir du moment où la personne sait qui vous êtes, vous pouvez les relancer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et puis après, tous les systèmes de SMS, ou de VMS. Le VMS, c'est pour illustrer, on ne sait pas forcément ce que c'est le VMS. Le VMS aujourd'hui, c'est le fait d'envoyer un message vocal directement sur le téléphone de votre prospect. Donc le téléphone de votre prospect ne sonne pas comme si vous l'appeliez, il reçoit une notification, vous avez un message vocal. Au moment où il écoute sa messagerie, il va entendre le message qui lui dit « Bonjour, je suis Nicolas de Magileads, nous nous sommes déjà parlé ou j'ai vu que vous aviez porté un intérêt sur la problématique des meilleurs objets pour atteindre vos prospects dans des objets d'email, n'hésitez pas à me rappeler, qu'on puisse en discuter, etc. » Et en fait, ces canaux-là, le retargeting, ads, le SMS, le VMS, sont des canaux en fait qu'on va beaucoup utiliser à partir du moment où la personne a déjà vu notre nom, a déjà vu notre entreprise passer, parce que typiquement le SMS est quelque chose d'un peu intrusif sur une première prise de contact. Donc on va éviter de faire ça sur la première prise de contact. Par contre, on va le faire dans un second temps et ça devient super intéressant. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, et notamment sur le VMS, hein, ne serait-ce que laisser. Alors déjà, c'est quand même plus facile de laisser un message sur une boîte vocale que d'avoir en direct la personne. On est forcément un petit peu plus détendu, mais ne serait-ce que des petites astuces en disant, bah tiens, voilà, bonjour Nicolas, je vous ai envoyé un email avec notre dernier document. Hop, j'aimerais bien que vous me contactiez pour que voilà, on puisse en discuter. Ne serait-ce que ça marche. Parce qu'effectivement, c'est aussi une petite relance que vous faites de manière finalement un peu détendue, un peu sympathique. Et donc, votre interlocuteur a aussi une image de professionnalisme, hein, de votre part. Il se dit, bon, bah tiens, voilà, il fait véritablement sa démarche commerciale. Alors, on sait que c'est peut-être inconscient, hein, mais dans tous les cas, il voit que finalement, il est suivi. Et donc, quelque part, c'est aussi un moyen de le rendre important et de lui donner une forme comme ça d'empathie. Donc, c'est des techniques qu'on peut parfaitement utiliser. Ouais. Complètement. Le VMS, vous voyez, exemple concret, vous participez à un salon, vous recueillez les personnes qui sont venues à votre stand ou que vous avez rencontrées pendant le salon, etc. Effectivement, là, typiquement, le VMS va être super intéressant parce que Ouais. vous avez eu un contact avec la personne, vous l'avez rencontré au salon, donc on peut complètement entamer notre message vocal en disant « Bonjour, je suis Nicolas de Magileads, on s'est rencontré au salon e-marketing il y a 15 jours. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse fixer un rendez-vous, pour qu'on puisse échanger sur tel et tel sujet. » Et là, en fait, ça a une portée. On va automatiser beaucoup de choses. On va se dégager du temps parce qu'on ne va pas passer l'après-midi à faire nos relances téléphoniques. Donc, le VMS va avoir une super bonne portée, mais encore une fois, à partir du moment où on a eu un premier contact avec la personne.
Ouais, c'est ça. C'est que là aussi, on revient sur le processus. Hein, c'est finalement ça, ça doit être documenté. C'est quand est-ce que je peux, dans finalement ma démarche, marketing et commercial, utiliser tel ou tel canal, utiliser tel ou tel message. Hein. Donc là aussi, ça doit Exactement. être documenté. Et puis après, on regarde si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on arrête parce qu'on détruit finalement de l'expérience client. Si ça fonctionne, bah, c'est un super indicateur comme quoi l'expérience client est bonne puisque bah, les leads euh, où les prospects s'engagent dans vos processus. Exactement. Une question de Benjamin, puis après je te laisse nous montrer donc, Yes. au moins une séquence. Ouais. Le SMS, donc tu as déjà partiellement répondu. Hein, donc, est-il d'après vous un canal à privilégier? N'est-ce pas trop intrusif d'après vos retours? Donc j'imagine que là aussi, hein, c'est une question un peu de maturité du prospect. Est-ce que bon, on a déjà dialogué avec lui à plusieurs reprises, qu'on est bien identifié? Donc là, pour le coup, le SMS devrait être plutôt accepté. Exactement. Et pour moi, le SMS ne doit pas faire partie des canaux d'acquisition qu'on utilise au départ. Il est, comme le disait Benjamin, il est trop intrusif pour moi. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est assez représentatif de ça. Vous allez acheter n'importe quoi dans un magasin. Comment dire, à la caisse, ils vous demandent votre numéro de téléphone ou votre email pour une carte de fidélité ou quoi que ce soit. Et ben, en fait, derrière, ils vont vous envoyer des SMS à fréquence régulière en vous disant votre magasin Darty, pardon si je cite une marque, mais peu importe, votre magasin Darty ouvre ses portes exceptionnellement le lundi de Pâques. Et ben ça, en fait, typiquement, c'est on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est tout simplement en fait du nurturing, de la fidélisation, où à partir du moment où vous avez eu un premier contact avec l'enseigne, derrière ils vont se servir du SMS pour vous atteindre directement et pour vous envoyer de l'information. Ils vont être à peu près sûrs que vous allez l'ouvrir. Mais en fait, ce n'est pas une démarche d'acquisition. C'est vraiment une démarche à partir du moment où vous avez eu un premier contact avec cette enseigne, ils essayent de vous garder parmi cette base de clients ou de visiteurs actifs, d'acheteurs actifs auprès d'eux. Et du coup, ils vont vous envoyer des SMS pour continuer en fait à avoir cette relation avec vous. Mais encore une fois, du coup, ce canal, on va plutôt l'utiliser dans une démarche de nurturing, fidélisation. À partir du moment où j'ai eu un premier contact avec vous, derrière, je vais me servir du SMS pour vous renvoyer de l'information à fréquence régulière. Mais je ne vais pas m'en servir en vous disant bonjour Stéphane, connaissez-vous Magid? Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous ensemble? Ça, si je t'envoie quelque chose comme ça, Stéphane, tout de suite, tu vas avoir un réflexe de te dire mais Ouais. déjà, où est-ce qu'ils ont eu mon numéro de téléphone mobile? Et tout de suite, en fait, on est sur la défensive. Et ce qui est un peu logique, parce que c'est aujourd'hui le numéro mobile, chacun de notre numéro de téléphone mobile est une donnée protégée. Donc, en fait, on ne peut pas normalement l'avoir à part si nous-mêmes nous l'avons donné à quelqu'un de façon consciente. Et du coup, tout de suite, on va être sur la défensive si on reçoit un SMS au premier abord. C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut s'en servir dans un deuxième temps. Ok. Allez, on te laisse plonger Allez. dans une séquence, comme ça on va Oui, alors, actualiser. ouais. Alors, je vais aller assez vite, vous voyez, pour vous montrer les séquences. Alors, pour vous expliquer en 2 mots, là, je suis sur la plateforme Magid. Je suis sur l'onglet des statistiques à partir duquel, en fait, on va pouvoir voir les résultats des différentes campagnes qu'on envoie pour le compte de nos clients. Alors, j'ai choisi des sujets sur les différentes campagnes, encore une fois, complètement différents pour que ça convienne au plus grand nombre. Là, vous voyez, on est sur un sujet complètement donc service recrutement. Donc là, c'est du service pur pour aider les entreprises et les dirigeants d'entreprise à recruter le bon commercial. Et en fait, j'avais sélectionné cette campagne simplement pour vous montrer le fait que ça, vous voyez, c'est une campagne qui se diffuse petit à petit. Vous voyez, même si effectivement, au premier abord, on peut se dire j'ai 1000 personnes dans ma liste, ça peut être beaucoup en termes de ciblage. Oui, c'est vrai, ça peut être beaucoup. Alors après, c'est à nous de faire le choix où est-ce qu'on met le curseur pour avoir plutôt 100, 200 ou 1000 contacts dans notre campagne. Ça, c'est à nous de décider en fonction de notre ciblage. Mais vous voyez, c'est une campagne qui date du 1er mars et qui se diffuse petit à petit. On va envoyer 50 emails par jour sur cette campagne de façon à ce que derrière, le commercial qu'on va alimenter, lui, il ait le temps de tout traiter, de regarder les retours, de bien faire son suivi, etc. Et rien ne sert à ce moment-là d'aller trop vite. Et j'ai simplement sélectionné cette campagne-là pour vous montrer. Alors là, vous voyez, c'est une campagne qui part directement depuis un email du commercial qui a été préalablement branché à la plateforme, ce qui veut dire qu'on va être dans une démarche de personnalisation assez poussée. C'est exactement, on réplique exactement le système selon lequel, en fait, depuis notre boîte Gmail ou Outlook, on pourrait, moi je suis commercial, je pourrais moi-même en fait écrire l'email et l'envoyer à la personne de ma liste. Mais là, en fait, on va automatiser vraiment ce process-là. Donc, on va faire gagner du temps au commercial. Et j'ai choisi notamment cette séquence-là pour vous montrer. Alors là, vous voyez, on a un taux d'ouverture. Donc ça, c'est le taux d'ouverture. C'est
Un taux d'ouverture est tout simplement le nombre de personnes qui ouvrent l'email par rapport au nombre de personnes, par rapport au nombre d'emails qu'on a envoyés. Alors, vous voyez, c'est un taux d'ouverture qui est plutôt bon dans la moyenne de ce qu'on peut faire. Ce n'est pas un taux d'ouverture excellentissime, c'est déjà un bon taux d'ouverture. Et simplement, pour illustrer, on a toujours comment dire, une question de momentum à l'intérieur de nos campagnes, c'est-à-dire qu'au moment où on envoie notre email, eh bien, il y a forcément une variable qui dit, bah, c'est peut-être pas le bon moment pour, comment dire, pour contacter la personne que je suis en train de contacter. Et c'est la raison pour laquelle faire des relances à ce moment-là, paramétrer le système pour faire des séquences et dire 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines après, je vais recontacter une personne qui m'a pas forcément répondu à mon premier email, c'est important. Et vous voyez ici, on le voit tout de suite, c'est que mon premier email, lorsqu'il part, il y a 5 personnes qui répondent, alors que sur ma relance, qui va en fait être envoyée à moins de personnes et qui va d'ailleurs être envoyée à tout le monde, sauf les personnes qui ont été actifs lors de mon premier email, et bien sur ma deuxième relance, je vais avoir 15 personnes qui me répondent. Et ça, vous voyez, c'est tout simplement une illustration du fait de se dire, bah, peut-être que mon premier email est finalement pas le meilleur qui soit, mais par contre, dans ma relance, j'ai changé l'objet, j'ai changé le contenu, j'ai changé le moment à partir duquel je vais adresser mon email. Et du coup, ça va mécaniquement augmenter le nombre de personnes qui vont me répondre. Et en fait, je vous montre simplement ça pour vous dire, c'est vraiment, encore une fois, une démarche de test and learn. Ce n'est pas parce que mon premier email ne fonctionne pas forcément de la manière que je voulais qu'il ne faut pas engager la relance, parce que la relance, je vais changer mes variables, mon contenu, mon objet, etc. Et du coup, je vais peut-être avoir un texte qui va être plus apprécié par mon panel de prospects. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que vous voyez, si on regarde les taux, c'est-à-dire les taux de réponse, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent nous répondre par rapport au nombre de personnes qui ont ouvert mon email, ben en fait, on se rend vite compte que notre relance, elle a fait x3 en termes de proportion. Et du coup, ça, c'est un super input en se disant, pas finalement, en fait, ma relance, elle a bien mieux fonctionné que mon premier email. Et du coup, je vais en apprendre et je vais plutôt me baser sur cette relance-là pour continuer ma séquence. Voilà. Alors, plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est effectivement que ça part bien depuis la boîte mail des commerciaux. Donc, la cible, finalement, reçoit un email nicolas.arnaud@magilide.com. Exactement. Donc là, on a vraiment, c'est pas, voilà, on n'a pas l'impression que c'est automatisé. Donc ça, c'est super important. Deuxième point, donc on fait des séquences. Donc là aussi, on prend son crayon ou un miro, hein, peu importe, ou son crayon, son papier, et puis on se dit, ben voilà, on va envoyer un premier email avec tel objet et tel call to action quelque part. Et puis le deuxième, ben, ça va être la relance pour ceux qui n'auraient pas effectivement répondu au premier email. Et puis pourquoi pas un troisième email ou une interaction sur LinkedIn ou on parlait de SMS, pourquoi pas l'envoi d'un SMS. Et puis ensuite, une fois que donc on y va par toute petite touche, hein, quelque part, donc avec très peu de leads, on teste, on regarde, on essaie d'affiner la séquence. Une fois que la séquence produit des résultats qui sont suffisamment intéressants, on va ensuite simplement alimenter les séquences avec de nouveaux leads. Exactement, Okay. c'est exactement ça. Et vous voyez, pour continuer dans cette démarche-là, j'ai switché d'onglet, je vous montre ça. Alors ça, c'est une campagne interne Magilide, qui est une campagne 100% LinkedIn, qui a été faite par Christian chez nous. Et c'est une campagne qui est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment un panel de prospects qui est en termes de volume assez faible parce qu'ils ont été extrêmement ciblés. On a été chercher les channel managers dans l'IT. On sait qu'on connaît cette population. On sait très bien qui ils sont, ce qu'ils attendent de nous, etc. Et donc là, on a fait le choix d'avoir quelque chose de beaucoup plus restreint. Et pour toucher en fait ces personnes-là, on s'est dit, testons le contact direct par LinkedIn sur ces personnes-là parce qu'on était beaucoup plus dans une démarche de partenariat. Petite astuce, aujourd'hui, vous avez dû aussi vivre cette expérience-là. Sur LinkedIn, vous voyez qu'on est de plus en plus submergé par les messages qui nous arrivent. On le voit tous. Aujourd'hui, on ouvre notre fil de conversation LinkedIn, on a plein de messages qui nous arrivent, qui sont des messages automatisés, évidemment, on ne va pas se le cacher. Et en fait, aujourd'hui, LinkedIn, on voit très bien qu'une approche commerciale par LinkedIn commence à fonctionner de moins en moins. Par contre, LinkedIn est extrêmement efficace sur des démarches de partenariat, de recommandation, je viens vers vous pour X ou Y raison, mais en tout cas, je ne viens pas vers vous dans mon texte pour vous vendre quelque chose dès le premier coup. Parce qu'il ne faut pas oublier que LinkedIn est un réseau social. Du coup, c'est fait pour que les gens échangent et les gens sont complètement heureux d'échanger sur LinkedIn. On a des taux de réponse sur LinkedIn qui sont parfois complètement fous, qui sont vraiment des très beaux taux de réponse. Mais il ne faut pas effectivement le faire n'importe comment et il ne faut pas faire de la prospection à outrance sur LinkedIn, sinon vous allez être un peu déçu des résultats. Voilà. Et du coup,
voyez, sur cette cible des channel managers qui, nous, au fait, dans l'IT, qui nous intéresse à premier plan chez Magid, bah, on se dit comment on va faire pour aller les toucher. On va aller les toucher directement par LinkedIn parce qu'on va avoir une fibre très personnalisée avec eux. Et on va vraiment leur laisser un petit message de partenariat, quelque chose d'assez sympa qui va directement, en fait, faire écho à leur poste. Les channel managers, on sait très bien qu'ils ont plusieurs préoccupations. C'est une cible qui est très identifiée, on les connaît et du coup, notre message va être tourné en ce sens vers ces personnes-là. Et voyez, pour vous montrer ça, on envoie du coup 73 messages, enfin demandes d'invitation pour être précis sur LinkedIn et on a 70% des gens qui vont accepter. Et ça, en fait, c'est un très, très bon taux. Les moyennes aujourd'hui sur LinkedIn, c'est plutôt entre 20 et 22% de personnes qui acceptent vos invitations. Donc, quand vous passez par-dessus cette barre-là, c'est que votre campagne performe bien. Et en fait, si elle performe bien, là, dans LinkedIn, si cette campagne performe bien, c'est tout simplement parce que notre cible est ultra identifiée. Et du coup, le message qu'on a écrit pour aller toucher ces personnes-là est quelque chose de très personnalisé. Voilà. Donc, vous voyez, après, peu importe le nombre de personnes que vous avez dans votre séquence, moins vous allez avoir de personnes dans votre séquence, plus ils seront ciblés, plus votre message derrière sera adapté à ces personnes-là et meilleurs seront vos résultats. En proportion, en termes de taux d'ouverture, de taux d'acceptation, etc., ça sera meilleur. Voilà. Donc ça, c'était simplement, vous voyez, pour vous illustrer. Ouais, je me permets d'intervenir. Là Oui, aussi, bien sûr. c'est un point super important. Il vaut mieux avoir plusieurs séquences qui vont correspondre à finalement des qualifications différentes, donc des leads, même si facialement on se dit, bah tiens, c'est dans le même secteur, c'est globalement ils se ressemblent, donc je vais faire la même OP. Bah, c'est pas forcément le cas parce qu'il y a des leads qui vont peut-être s'intéresser au sujet A, d'autres au sujet B. Peut-être qu'il y a des leads qui sont plus ou moins mûrs, donc finalement avec des séquences qui vont être plus ou moins commerciales. On va pas demander un rendez-vous à quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, entendu parler de nous. Donc là, ça sera plutôt des séquences marketing. Donc, il vaut mieux développer plusieurs séquences, s'assurer que chacune de ces séquences ait des très, très, très bons taux à la fois d'ouverture, de clics, de réponse, enfin, dans tous les cas, d'interaction. Et ensuite, donc, tenter de créer des petits fichiers pour alimenter chacune de ces séquences pour avoir les meilleurs résultats possibles. Exactement. Et tu as dit quelque chose qui est hyper intéressant, Stéphane, et ça, c'est un petit retour d'expérience aussi sur vos premiers emails. N'essayez pas de demander un rendez-vous à la personne. En fait, tout simplement parce que c'est trop engageant. On se met à la place du prospect qui ne nous connaît pas, n'a jamais entendu parler de nous. Et je reçois un email et tout de suite, je vais me dire, ah bah oui, effectivement, on peut prendre rendez-vous ensemble, etc. Je vais vous octroyer 1 heure de mon temps. On sait tous qu'on a tous des agendas ultra chargés. Donc, quelqu'un qui, pour vous, en fait, réserve un rendez-vous avec vous, il va vraiment vous faire une preuve de confiance et il va vraiment être dans cette démarche de je vais vous dégager du temps alors que je ne vous connais pas. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est extrêmement dur. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, j'essaye toujours dans mes emails ou dans mes prises de contact sur LinkedIn d'avoir des questions à la fin de mes messages qui sont un peu différentes. Je ne vais pas effectivement dire est-ce que vous auriez quelques minutes pour qu'on échange ensemble ou etc. Je vais vraiment essayer d'avoir une question factuelle, quelque chose de concret. Vous voyez, hier, pour vous donner un exemple, hier, j'étais avec un client qui me dit nous, on a, ça tombe bien, c'est d'ailleurs un peu le sujet, il me dit nous, on a une plateforme digitale qui permet d'envoyer des campagnes de SMS sur une zone de chalandise précise. Donc, ils me disent, nous, notre cible, c'est les grands retailers parce qu'on va leur proposer effectivement de faire un ciblage sur leur zone de chalandise et de pouvoir pousser de l'info à ces personnes-là. Et du coup, la question au départ sur laquelle effectivement ils étaient partis, c'était est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous ensemble? Et je leur dis, en fait, si on fait ça, il y a beaucoup de chances que les gens lisent notre email, mais finalement qu'ils ne réagissent pas parce qu'ils vont encore une fois pas forcément prendre le temps d'avoir un rendez-vous. Et du coup, on a tourné la question en disant est-ce qu'on pourrait ensemble estimer le nombre de contacts qu'il y a sur votre zone de chalandise? Et en fait, tout de suite, on va essayer de donner de la valeur à notre question. Et la personne, on va essayer de piquer un petit peu sa curiosité et la personne va nous dire oui, effectivement, j'aimerais bien savoir combien il y a de personnes sur ma zone de chalandise. C'est la première question que j'ai. Et du coup, en fait, à partir du moment où la personne fait ce retour-là, soit nous, derrière, on va réagir en lui disant voilà, je connais 10 000 personnes sur votre zone de chalandise, soit on va lui dire à ce moment-là, je peux vous partager mon écran et vous accompagner et vous montrer comment ça se passe. Et en fait, on en arrive exactement au même objectif, sauf que la question est tournée d'une manière un petit peu différente et on va essayer d'apporter une valeur tout de suite sur la question qu'on pose à la personne et non pas lui demander un rendez-vous à la fin parce que ça, c'est assez impersonnel et encore une fois, c'est assez engageant pour le prospect. Et du coup, c'est plutôt à éviter. Ok, juste avant qu'on plonge dans ce multicanal, tu as dit un terme qui est pour moi absolument fondamental, c'est piquer la curiosité. Hein. Donc là aussi, tenter chaque fois, c'est là où la créativité marketing doit s'exprimer,
finalement tenter de sortir un petit peu du lot et de créer une intrigue dans vos objets d'email, dans votre approche, dans vos scénarios. Alors, le multicanal, bon, bien évidemment, c'est des canaux qu'on va mixer, mais c'est aussi des moyens finalement d'étonner un petit peu ou de se démarquer de ce qui a déjà été ultra vu et revu par ailleurs. Donc, ne serait-ce que d'utiliser par exemple un peu de vidéo dans vos emails avec des solutions qui sont, je vais peut-être partager pour le coup. Attends, je vais partager mon écran. Après, Hop, ce qu'il faut que je voilà, montre bien. Hop. Voilà, ne serait-ce que des outils comme VideoAsk. Alors, bon, je vous montre VideoAsk, hein, il y en a énormément. Bon, c'est des outils ultra agiles qui vous permettent de faire des petites vidéos. Vous pouvez encapsuler la vidéo directement dans l'email. Et donc, forcément, là aussi, c'est un peu intriguant. C'est un peu, les concurrents n'utilisent pas ce genre finalement de petites astuces. Donc, on incite comme ça nos audiences, nos cibles à cliquer sur la petite vidéo, et après on peut se retrouver sur une landing page où la vidéo se joue, et derrière proposer des contenus, proposer pourquoi pas des e-books, proposer même son agenda pour une prise éventuelle de rendez-vous. Donc là aussi, hein, essayer d'être de piquer la curiosité comme ça de vos audiences, c'est super important. Donc, ça fait aussi partie du multicanal. Ah, bien sûr, non, mais c'est clair. Après, c'est complètement ça. C'est les stratégies de contenu derrière. Ok, je te relaisse pour le coup. Hop. C'est bon, c'est revenu? Ouais. Top. Donc là, c'est bon, tu as la Et main. donc, pour Alors, finir. non, pour le coup, pardon, je crois que il faut que tu repartages ton écran. Yes. Et puis, on va finir par ça parce que je vois que le temps passe et je pense que tout le monde a faim. Attendez que je retrouve ma bonne page. Voilà, c'est celle-ci. Et là, vous voyez, hop, je vous oriente sur cette campagne-là, qui est une campagne du coup multicanal. Donc là, vous voyez, en fait, sur les différentes étapes qu'on a parcourues au cours de notre séquence, on a d'abord envoyé un email. Tac, voilà, c'est ça l'information que je cherchais. 2 jours plus tard, en fait, on a sélectionné les gens qui ont ouvert notre email, mais qui ne nous ont pas répondu. Donc, vous voyez là le cheminement qu'on fait. Alors, c'est un sujet complètement différent. Hein. C'est de l'agence de création de vidéos, donc rien à voir avec ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Ouais. Là, vous voyez, on a 108 personnes. Donc, pareil, cible très identifiée à l'intérieur de notre séquence. On va envoyer notre premier email. On va avoir 50 personnes qui vont ouvrir notre email. Donc, on est à 46% d'ouverture. Très bien. Ouais. On va en avoir 7 qui vont nous répondre. Très bien. Ça, on va suivre la relation avec les personnes qui nous répondent. Et derrière, on va se dire, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 43 personnes qui ont ouvert mais qui ne m'ont pas répondu. Et eux, du coup, ils ont fait l'effort d'ouvrir mon email. Ils ont vu ce que je leur proposais. Ils savent qui je suis. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que 2 jours plus tard, je vais leur envoyer une invitation sur LinkedIn. Et donc là, vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a envoyé 43 invitations en fait qui ont été destinées aux 43 personnes qui ont ouvert mais qui n'ont pas répondu à ma première accroche. Ouais. Et vous voyez que sur les 43 personnes, il y en a 15, soit 35%, il y en a 15 qui vont accepter mon invitation. Et donc, ça reste des très beaux taux. Et là, on va se dire, en fait, finalement, cette personne-là, derrière, à partir du moment où je suis allé la rechercher sur LinkedIn, je me suis représenté à elle d'une autre manière, elle a accepté mon invitation. Donc finalement, en fait, elle me laisse libre la possibilité de lui envoyer un message et de rentrer en contact avec elle par un autre canal. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, du coup, j'ai 2 personnes effectivement qui m'ont répondu sur LinkedIn de façon supplémentaire. Eh bien, donc ceux-là, évidemment, ils vont sortir de ma séquence. Et tous les autres, je vais leur envoyer un autre petit email, un autre message sur LinkedIn 3 jours plus tard. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, vous voyez, là, ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'étape numéro 3 de ma séquence, donc l'envoi d'un message supplémentaire aux personnes qui ont accepté mon invitation mais qui ne m'ont pas répondu, eh bien, on va faire 91% de taux de lecture. Donc, il y a 91% des gens à qui je vais envoyer mon message numéro 2 dans LinkedIn qui vont lire ce que je leur ai envoyé. Et vous voyez, cette séquence, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle est sur un petit panel très identifié et on a des très beaux taux de lecture, d'ouverture de mes emails, etc. Et en plus de ça, vous voyez, on finit notre séquence donc par un email numéro 3. Donc ça, c'est on rajoute un email aux gens qui ont jusqu'à maintenant, dans tout le reste de la séquence, qui n'ont pas été actifs. On se dit, encore une fois, il y a une question de momentum. Peut-être que je ne suis pas arrivé au bon moment. Je vais quand même faire un petit email assez sympa sur tous les gens qui n'ont pas été actifs. Et vous voyez que finalement, sur une campagne comme celle-ci, on a 100 personnes dans notre séquence. Et à la fin de notre séquence, qui va se dérouler du coup en 2-3 semaines, on va avoir 10 personnes qui nous ont répondu.
Et du coup, on a presque 10% des gens dans notre fichier d'origine qui ont eu un acte d'engagement envers nous. Donc, vraiment une réponse. Après, effectivement, il y a ceux qui nous ont acceptés, etc., qu'il va falloir retravailler un peu plus en profondeur. Mais du coup, ça fait presque 10% des gens qui étaient dans notre fichier initial qui sont revenus vers nous. Et en fait, ça reste un très bon taux, même si on le fait manuellement, on n'est pas forcément à ces taux-là. Donc, vous voyez, le principe de l'automatisation et le passage et l'utilisation de LinkedIn de façon supplémentaire va nous aider encore une fois à avoir un peu plus confiance en nous. Enfin, en tout cas, on va se représenter auprès de la personne une deuxième fois par un autre canal. On va avoir des gens qui vont être plus sensibles à la réception d'un message sur LinkedIn, d'autres plus sensibles à la réception d'un email. Et du coup, le fait de croiser ces différents canaux-là va maximiser l'efficience de notre campagne. Ok. Bon, mais puis en plus, là, on voit bien que finalement, on a toutes les datas pour aussi pouvoir améliorer, optimiser sa démarche et puis atteindre des résultats qui sont de mieux en mieux, enfin de plus en plus performants. Et puis alors, du coup, on voit que c'est aussi des petits fichiers, hein, puisque là, tu es parti sur, je crois que c'est 106, hein, c'est ça? Ouais, 108, exactement. 108. Donc, une fois qu'on est satisfait finalement de la séquence, comment on va faire finalement pour alimenter cette séquence? On va rechercher des lookalikes? Comment tu t'organises comment? Oui, alors en fait ça dépend évidemment de la stratégie aussi du client que j'accompagne sur ce sujet-là. Ouais. Là, vous voyez, en fait, on sait que sur ces séquences-là, à partir du moment où les personnes ouvrent nos emails et nous acceptent sur LinkedIn, etc., il va y avoir une étape de call derrière, donc qui n'est pas matérialisée en fait dans la séquence parce que c'est fait du coup entre guillemets hors de la plateforme ou sur la plateforme mais avec un logiciel de calling derrière. Donc là, il va y avoir effectivement une étape de call derrière, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, en fait, cette séquence-là, derrière, je l'ai répliquée. Donc, vous voyez, ça, c'est la première qu'on a envoyée, c'était le 10 juin. Ouais. Et en fait, elle a été répliquée en septembre, en octobre et en janvier. Là, en janvier 2022. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que notre tendance sur ce type de campagne, c'est que petit à petit, on a rajouté de plus en plus de contacts. Donc, vous voyez, au départ, on est parti à 108. Après, on s'est dit, effectivement, cette séquence, elle fonctionne bien. Je vais aller la rechercher sur 125. Donc, 125 personnes qui étaient exactement similaires en termes de ciblage, mais qui n'étaient pas les mêmes personnes. Et là, on voit qu'on a amélioré notre taux d'ouverture petit à petit. Après, on a fait exactement en fait ce même cheminement-là sur 188 personnes. Donc, on en a rajouté encore un petit peu plus en octobre. Et puis, en fait, en janvier, on s'est dit, finalement, notre séquence-là, elle est complètement validée. Ça fait 3 fois qu'on l'a fait et 3 fois qu'on a des beaux résultats. Allons-y. Et on y a été sur plus de contacts. Donc là, la dernière campagne qu'on a fait exactement sur ce schéma-là, c'est 576 personnes. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, au travers et au fil de nos campagnes, on a gagné 10 points d'ouverture. On est passé à 56% d'ouverture et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est simplement qu'au bout d'un moment, on a changé un petit peu notre objet, on a changé un petit peu le contenu de notre texte. Et derrière, en fait, on voit que sur le temps, on améliore nos performances. On arrive toujours à avoir un peu plus d'ouverture. Et à chaque fois, on met un peu plus de quantité dans nos fichiers, tout simplement parce qu'en fait, on a une certitude sur ce qu'on est en train de faire. Ok, bon, super intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. On va peut-être s'arrêter là. D'un point de vue pratico-pratique, si on a envie de tester la plateforme, on t'appelle, tu organises des démos, des périodes de test. Oui, complètement. Alors, attends, je cherchais juste comment arrêter mon partage. Voilà, parce que ça ne doit pas être très agréable, vous voyez mon. Oui, pardon, Stéphane. Oui, complètement. Alors, la meilleure façon, alors bien sûr, moi, vous pouvez me contacter. Alors, moi, je suis sur la partie opérationnelle, donc avec grand plaisir, si vous avez des questions, même des questions pratiques, si vous êtes en train de faire des séquences, que vous voulez un petit avis, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Vous pouvez complètement me contacter, donc Nicolas, NICOLAS, Magid, c'est MAGILEADS.com. Donc ça, vous pouvez complètement y aller. Et sinon, si vous voulez un peu plus d'informations, là pour le coup, sur Magid en tant que tel, je vous invite à vous rendre sur magid.com, magid.eu exactement, parce qu'on vient de changer de nom de domaine pour des questions de droit européen. Donc on est sur magid.eu aujourd'hui. Et n'hésitez pas, il y a un petit chat en ligne, c'est mon équipe derrière, donc n'hésitez pas à discuter avec nous. Ou sinon, derrière, il y a aussi une prise de démo. Il faut compter un budget de combien pour s'offrir Magilid? Nous, on est sur des budgets qui commencent à 990 € par mois, mais c'est une plateforme qu'on appelle une plateforme managée. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui vous accompagne à faire toutes les campagnes, comme on vient de le voir ensemble. Ok. Voilà. Donc, on a la plateforme, le service, donc vous allez offrir les conseils. Bon, super. Écoute, merci beaucoup. J'espère que. Merci à toi, Stéphane, et merci à tous. On a appris. J'espère que vous avez appris plein de choses. Dans tous les cas, merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne journée.
Merci. Au revoir. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir.